Quelques heures seulement après l'annonce d'un cessez-le-feu au Liban, le nord-ouest de la Syrie a été en proie à des affrontements d'une violence sans précédent depuis 4 ans. Une coalition de factions armées, dont l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie, l'Organisation de libération du Levant, anciennement connue sous le nom du Front al-Nusra dirigé par Mohamed al-Joulani, le Front du Levant et la division Sultan Suleiman Shah, identifiées comme des organisations terroristes, ont lancé une offensive sur la ville d'Alep. Cette vague de violence soulève des questions cruciales sur la stabilité de la région et l'efficacité des efforts diplomatiques internationaux. Au cours d'une offensive bien calculée, de petites factions ont réussi à infiltrer les quartiers ouest d'Alep, avançant progressivement vers la place Abdullah al-Jabri, le centre de la ville et son cœur symbolique. Donc, cette attaque fait suite à la conquête de territoires importants dans les banlieues nord et ouest d'Alep et dans certaines parties de l'est d'Idlib. Une telle incursion méthodique révèle un objectif stratégique plus vaste, laissant de nombreux habitants sous le choc et incrédules. Alors, selon le communiqué officiel du ministère syrien de la Défense, ces forces armées ont été confrontées à une attaque massive et soudaine menée par des combattants terroristes. Sur le terrain, la réponse de l'armée est toutefois apparue tiède, ce qui soulève des questions quant à son efficacité opérationnelle. Dans le même temps, les forces russes et syriennes auraient mené des frappes aériennes intensives sur des voies d'approvisionnement vitales utilisées par des groupes insurgés, dont les zones rurales d'Idlib et d'Alep. Et cette situation multiforme met en évidence la complexité de l'escalade du conflit et l'évolution de la dynamique du pouvoir dans la région. L'annonce récente du ministère syrien de la Défense concernant l'augmentation des fournitures militaires destinées à renforcer les forces gouvernementales doit être replacée dans le contexte plus large de l'escalade des tensions régionales et internationales. En effet, et en particulier, la résurgence des hostilités remet en question la durabilité de l'accord de cessez-le-feu négocié par la Turquie et la Russie le 5 mars 2020 à Astana. Alors que les tensions s'intensifient, il devient de plus en plus évident que le fragile équilibre des forces en Syrie est à un point de rupture et que les implications géopolitiques de l'escalade du conflit nécessitent un examen approfondi. Alors, l'opération spéciale en Ukraine a clairement jeté une ombre sur la situation en Syrie et accru l'importance stratégique de ce pays pour Moscou. Avant le conflit ukrainien, Washington aurait été prêt, sous certaines conditions, à conclure un accord sur un règlement en Syrie. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Tant, tant que l'administration Biden est aux manettes, une entente entre Washington et Moscou est peu probable pour parvenir à un règlement. À l'heure actuelle, les deux pays sont engagés dans un conflit qui dépasse de loin les avantages que pourrait apporter un accord sur tout conflit régional, y compris en Syrie. Pour Moscou, le conflit en Ukraine a des implications existentielles. Pour Washington, il a des conséquences sur le rôle de leader qu'il aspire à jouer dans le système international en évolution. En évolution. Tant que le conflit en Ukraine persiste, Washington préférerait probablement qu'il y ait une escalade en Syrie, de sorte que les capacités militaires de Moscou continuent d'être au moins partiellement dispersées. Alors, comment analyser ce qui se passe en Syrie dans le cadre régional et international? Quel est le lien entre les différents théâtres de conflit de l'Ukraine à Gaza et le Liban et enfin Alep en Syrie? In fine, le gel des conflits sur les lignes de front est-il une stratégie viable pour ramener la paix? Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir encore une fois accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Kamal. Donc, merci pour cette introduction complète. L'escalade, pour compléter bien le tableau, c'est que l'escalade a soulevé la question pressante de l'inaction apparente, je dis bien apparente, des forces iraniennes qui ont considérablement, dans le passé, renforcé leur présence militaire dans le pays pour soutenir le gouvernement syrien. Donc, elle a au moins 477 sites à travers le pays, dont 52 bases militaires et un nombre stupéfiant de 177 à Alep seulement. Alors, malgré une empreinte militaire aussi importante, les forces iraniennes n'ont pas pris de mesures décisives contre la prolifération des groupes terroristes opérant dans la région. Alors, euh, pourquoi l'Iran, et dans ce contexte-là, qui a établi une présence militaire prééminente en Syrie par rapport à d'autres puissances étrangères, semble-t-il avoir négligé ou pas pris au sérieux, je ne sais pas, quel est votre avis, la menace pesée par de telles factions terroristes. Et puis, je rajoute, la Russie et la Syrie ont-elles également sous-estimé ce même danger? Alors, déjà, on a un élément de réponse important, c'est que quasiment dans la foulée de cette attaque terroriste, la Russie a changé le chef d'état-major de son armée en Syrie. Mhm, Donc, un nouveau a été nommé, preuve que à Moscou, on a considéré qu'il n'avait pas fait son travail en termes de recueil et de remontée d'informations par rapport à ce qui se passait en Syrie. Il faut savoir également que depuis toujours, bien avant le début de guerre civile 2010-2011, la Syrie est un lieu d'enjeu, c'est un lieu de passage possible de gazoducs vers l'Europe. Et on sait que c'est quand la Syrie a choisi l'Iran comme partenaire pour construire un gazoduc qui irait vers l'Europe que les choses se sont aggravées. Puisque maintenant, mhm, il y a le gaz d'Azerbaïdjan, le gaz du Qatar, le gaz des Émirats, enfin bref, tout le monde veut envoyer son gaz vers l'Europe puisque la Russie ne le fait plus, encore plus qu'avant, avant la destruction de Nord Stream 1 et 2. mhm, Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au cours des derniers mois, pratiquement tout l'état-major iranien qui était habitué à travailler dans cette région a été tué. On a eu d'abord ces bombardements sur le consulat d'Iran à Damas, où mhm, le chef des gardiens de la révolution pour la région était présent. Il a été tué avec 6 de ses proches collaborateurs. On a eu ni, Nifou, celui qui a été tué avec Nasrallah, mais Niforoucham, mhm. c'est ça, qui a été Je ne me tué, rappelle pas du nom, pardon. Niforoucham, qui a été tué également à Beyrouth lors des bombardements qui ont tué Nasrallah. Et on a beaucoup d'autres officiers supérieurs iraniens qui ont été tués au cours des derniers mois par l'armée israélienne et sans doute peut-être même plus qui ont été tués par le Mossad, puisque c'est un des modes opératoires d'Israël. Mhm, Donc, autant le Hezbollah a été extrêmement décapité, les gardiens de la révolution, ceux qui étaient sur cette zone, ont été largement décapités, et manifestement, la Russie a considéré que son chef n'était pas compétent. Et par ailleurs, la Syrie venait de revenir dans la Ligue arabe, avait été à des réunions de la Ligue arabe auxquelles participait la Turquie, Erdogan était à Kazan, donc ça faisait beaucoup d'éléments qui ne donnaient pas d'inquiétude venant de la région turque, mhm. puisque la Turquie donnait énormément de signes de sympathie vis-à-vis de la Russie et des BRICS, et donc on ne pouvait pas imaginer qu'elle était en train, enfin, tous ces chefs Parce militaires. que, soyons bien, je ne sais pas quel est votre avis, mais
Il est clair que la Turquie a permis cette attaque. Justement, C'est le justement, moins que l'on puisse dire. justement, non seulement c'était imprévisible, surtout avec ce timing, puisque comme vous l'avez rappelé, le timing est quand même étourdissant. Il y Mhm, a un cessez-le-feu signé entre Israël et le Liban, et je dis bien entre Israël et le Liban, alors qu'il n'y a jamais eu de feu de l'armée libanaise vers Israël. absolument. Le Hezbollah, à aucun moment on a entendu qui du Hezbollah était partie prenante de ce cessez-le-feu, alors qu'il y avait uniquement un conflit entre le Hezbollah et Israël. Donc, ce qui est dans la foulée, alors que le Hezbollah était un partenaire extrêmement important du régime d'Assad pour le stabiliser et le sécuriser pendant la première grande période de guerre civile qui allait de 2011 à 2015-16, quand la Russie est vraiment intervenue et a changé la donne du conflit. Mais jusqu'à là, c'était beaucoup l'Iran et le Hezbollah, mais beaucoup plus le Hezbollah que l'Iran. Mhm, Et donc, ce qui manque le plus cruellement, et ce qui a manqué le plus cruellement là pendant ces premiers jours, c'était véritablement la présence du Hezbollah qui a quelques milliers de soldats qui auraient pu mettre beaucoup plus facilement que l'Iran à la disposition de la Syrie. Parce que la situation pour la Syrie, elle n'est pas simple, hein. Le pays est sous sanctions et son bombardement continuel. mhm. Assad est un partenaire stratégique enfin, la Syrie est un partenaire stratégique de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, mais il y a des pressions pour qu'ils stoppent leurs relations, en tout cas sur le plan militaire, avec l'Iran. Oui, Donc oui. les Américains font d'énormes pressions sur eux, les Israéliens, évidemment les Européens, en leur disant, si vous voulez revenir, entre guillemets, dans le concert des nations, vous devez couper vos liens avec l'Iran, qui en réalité est le grand ennemi, avec la Russie. Et donc, comme l'ont dit les Iraniens, si la Syrie nous demande officiellement d'intervenir, on pourra intervenir. Donc, quelles ont été réellement au cours des dernières semaines les demandes de la Syrie vis-à-vis de l'Iran? Si tu veux, c'est pas clair, hein. Il y a beaucoup de gens qui essaient de dire que l'Iran aurait abandonné un peu la Absolument. Syrie Je dans le... voulais justement vous demander ça. C'est pas uniquement la Syrie. Ils disent que l'Iran a même abandonné tout l'axe de la résistance. Il a abandonné la Syrie, il a abandonné le Hezbollah, il a abandonné les Houthis au Yémen, il a abandonné le Hajj al-Sha'bi. C'est-à-dire en fait, l'Iran change complètement de stratégie par rapport à celle de l'unité des théâtres d'opération que le général Qasem Soleimani avait dans le temps mis sur pied. Alors, Soleimani était vraiment un général assez exceptionnel, comme Poutine, un président assez exceptionnel. On n'en trouve pas comme ça régulièrement dans un pays. Donc, il avait imaginé cette stratégie, mais on a eu ensuite ce président, Raisi, qui est mort dans un étrange accident d'hélicoptère et qui, lui, a considéré que la stratégie essentielle à mettre en œuvre dans l'intérêt de l'Iran, c'était une stratégie diplomatique très forte vis-à-vis des grands voisins, que sont le Pakistan, l'Arabie saoudite et également l'Azerbaïdjan, puisqu'on Mhm. sait qu'il est mort dans un accident d'hélicoptère qui le faisait revenir d'Azerbaïdjan. Ouais, Et ouais. cette stratégie a eu beaucoup de succès, puisqu'on a eu une baisse du nombre d'attaques terroristes vers l'Iran venant du Pakistan, et on a eu véritablement un réchauffement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, à tel point que dès le début de l'opération terroriste, et je dis bien opération terroriste, pas acte terroriste, pour montrer le caractère militaire, euh, l'Arabie saoudite s'est déclarée totalement solidaire de du régime de Bachar al-Assad et donc de la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui était une Et même déclaration, de l'Iran. Et même et de même de l'Iran, l'Iran. lors du dernier sommet, justement, de la Ligue des États arabes,
à Riyad, le prince héritier, Mohammed Ben Salman, avait justement défendu l'intégrité territoriale de l'Iran et ses choix de souveraineté politique. Exactement. Et ils ont suspendu toute perspective de lien et d'accord avec Israël tant qu'il n'y aurait pas un État palestinien. Mais D'accord, il faut savoir, comme vous l'avez dit dans l'introduction, que le cadre des négociations est beaucoup plus large, puisqu'on avait vu Emmanuel Macron en réunion à New York avec le nouveau président iranien, essayant de mettre en place, entre guillemets, des conditions d'apaisement au Liban. Ça, mhm, c'était il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Et on sait également que dans la foulée de cette réunion, contrairement à ce qu'avait promis Macron au nouveau président iranien, qu'est-ce qui s'est passé? Bombardement massif du quartier de Narié à Beyrouth, avec plus de 700 morts, je crois, ou 1000 morts, mhm. enfin, dont Nasrallah, dont le général Niforoucham d'Iran, et ce qui prouvait bien que cette manœuvre de Macron, c'était pour baisser, entre guillemets, la garde des Iraniens et du Hezbollah à Beyrouth. Et résultat, ils sont massivement morts alors qu'ils venaient déjà de subir une attaque terroriste très forte avec leur pager, ce qui explique qu'ils D'accord. étaient si nombreux réunis. Non, mais j'explique ça pour dire que les Iraniens et les Syriens, et comme l'ont été les Russes avant l'épisode de Boutcha, quand il y avait la paix qui était négociée, ont face à eux des gens qui mentent et qui trichent en permanence, y D'accord. compris. Justement, par rapport à ça, Bertrand, j'aimerais vous poser, parce que là, quand on fait une évaluation de la dynamique militaire en Syrie, euh, il y a un contraste frappant entre les forces iraniennes et les contingents turcs. Et la Turquie maintient une présence aussi militaire importante avec 12 bases et 114 points militaires, 50 58 situés à Alep et 51 à Idlib. Et si ces chiffres donc peuvent être éclipsés par la taille donc des forces iraniennes, en revanche, la véritable signification des capacités qui réside dans les capacités elle réside dans les capacités supérieures de l'armée turque. Et l'armée turque en Syrie euh, elle est armée d'artillerie, de chars, de véhicules blindés et possède également des systèmes antiaériens avancés, des dragueurs de mines, des technologies de communication sophistiquées et ainsi de suite. Alors, cette Alors, infrastructure militaire positionne justement la Turquie comme un acteur influent dans le oui, passage, dans le mais, paysage géopolitique actuel en Syrie. mais Alors, un acteur influent qui était censé être en paix ou en tout cas en amélioration de ses relations avec la Syrie. mhm, Et donc, c'est vraiment la contingence des deux, c'est-à-dire que tous les regards des pays de cette région étaient en train, donc la Syrie et l'Iran, en train de voir comment ils pouvaient éviter l'effondrement complet du Hezbollah. Et quand je dis complet, c'est vraiment complet. Je ne parle pas des soldats sur le terrain. Il y a parce que toujours. justement, mais c'est là où je voulais en venir. Là où les terroristes ont attaqué, c'est clair qu'ils veulent couper le Exactement. ravitaillement du Hezbollah qui viendrait de l'Irak ou qui viendrait de l'Iran. C'est clair Exactement. et net. Il Et, suffit juste et de donc, regarder la carte. et donc, quand on regarde la carte, en fait, l'idée, c'est de couper non seulement l'approvisionnement en armes, mais également l'approvisionnement en chefs militaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus au Hezbollah, c'est des personnes qui peuvent les coordonner. C'est pour ça qu'il y avait des escarmouches de type résistance, mais pas des escarmouches et une organisation de type armée préparée à un combat face à une armée. Et c'est pour ça que la manière avec laquelle le cessez-le-feu a été négocié est aujourd'hui la pire solution
une solution que le Hezbollah n'aurait jamais pu accepter, d'une part, parce que le cessez-le-feu n'était pas possible pour le Hezbollah si ce n'était pas lié à un cessez-le-feu à Gaza. Or, ça a été fait, puisque Nasrallah avait toujours dit l'inverse. Les Syriens et les Iraniens, quand le cessez-le-feu a été dit, ont juste dit qu'ils étaient contents pour le peuple libanais qui allait enfin pouvoir se reposer parce qu'il y a des bombardements quotidiens sur Beyrouth, tout le sud du Liban. Enfin, c'est tout le pays qui est déjà gravement atteint par toute forme de crise qui risquait de tomber en lambeaux, ce qui est l'objectif de toute façon des alliés d'Israël. Et les seuls actes que faisait au cours des dernières semaines le Hezbollah, c'était des missiles plus précis qui arrivait vers, par exemple, la ville de Tel Aviv ou le port d'Haïfa. Et ces bombardements, évidemment, c'était des nouvelles armes qui arrivaient d'Irak et qui arrivaient d'Iran. Et donc, il fallait couper ça. Donc, le cessez-le-feu aide, puisque ça désorganise complètement, encore une fois, le Hezbollah. Mais surtout, ça a permis cette nouvelle stratégie de déstabilisation complète de la Syrie en quelques jours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Juste un point, Walid, c'est allez-y. que les images de ces terroristes arrivant de Turquie, de la zone contrôlée par les Turcs en Syrie, et vraisemblablement de Turquie, vu leur nombre, ils ne pouvaient pas être dans cette zone uniquement syrienne turque parce qu'ils auraient été vus, eh ben, ils étaient équipés de façon étonnante. C'est-à-dire qu'ils étaient tous en uniforme de la tête aux pieds, avec les mêmes bottes, les mêmes combinaisons, les mêmes gilets pare-balles, les mêmes casques. Donc ils étaient véritablement extrêmement bien armés, avec le même type d'équipement. Mais surtout, ils avaient des équipements de transport légers et lourds de type armé, avec des colonnes de Mhm. véhicules blindés qui avançaient. Mais surtout, quelque chose qui m'a marqué, c'était des centaines de motos équipées de mitrailleuses. C'est-à-dire qu'ils étaient équipés véritablement, c'est des drones de terrain. Alors, ce type de choses, on ne peut pas les voir, en tout cas pas pendant les périodes comme en ce moment en Ukraine. Et puis, ils ont beaucoup, beaucoup de drones, mais ils ont des motos qui sont très rapides, avec un passager à l'arrière qui est une mitrailleuse lourde et qui peuvent faire des dégâts énormes et face auxquels le système de défense qui avait été mis en place par la Syrie, avec des bidons, des choses Mhm. comme ça, est complètement inutile. Puisqu'en fait, ils ont face à eux des gens très rapides, beaucoup plus que des personnes à pied ne le seraient, mais donc qui sont petites à viser avec des chars et avec des canons, ou alors des véhicules blindés qui peuvent avancer et libérer. Et donc, c'est un Alors, nouveau type de guerre qui ne pouvait pas être prévu, tant des moyens énormes et une formation très très forte a été faite. Et on découvre que tout ça a été fait ou aurait été fait par des formateurs ukrainiens qui sont sur tous les territoires terroristes qui peuvent mettre à mal la présence russe à l'international. Et qui est derrière les Ukrainiens? Qui finance à 100% les Ukrainiens? C'est l'Union européenne, et les puisque États-Unis. les Américains financent Avant et de passer hésitent. justement à cet aspect-là plus global, j'aimerais quand même qu'on précise un point. Alors, il y a beaucoup d'analystes qui disent que cette manœuvre de la Turquie, justement, qui cherche à servir ses intérêts, sert aussi les intérêts d'Israël et contribue à maintenir un contrôle rigoureux sur les frontières entre la Syrie et l'Irak. Et Mais un tel contrôle est essentiel donc pour contrecarrer l'infiltration et tout ce qu'on vient de dire là. mais il n'y a Euh, aucun conflit qui se passe si ça ne sert pas les intérêts d'Israël. Aucun. C'est-à-dire que ce soit par rapport au multiethnisme, etc., comme ça s'est passé avec la guerre en Yougoslavie, que ce soit par rapport à la destruction de la Sainte-Russie, que ce soit par rapport au Grand Israël, quel que soit le conflit au monde, on y trouve l'empreinte soit d'Israël, soit d'une vision
juive du reste du monde, non juif, entre guillemets, et telle qu'elle est présentée dans le Talmud. Donc, on a véritablement quelque chose d'à la fois économique, ça c'est un peu la vision américaine, et eschatologique, ça c'est la vision israélienne et un peu française, ou de plus en plus française, comme on l'observe en ce moment avec toutes les cérémonies de Macron aux Jeux Olympiques, à Notre-Dame, etc. On voit que l'eschatologie est importante, d'où le lien très très spécial entre Tel Aviv et Paris. Alors ils font semblant de se disputer, mais ça c'est des disputes stratégiques entre guillemets. Le lien est extraordinairement fort et c'est que pour tromper les gens. C'est-à-dire quand ils font semblant d'être en tension, c'est parce que Macron va pouvoir appeler les Iraniens et naïvement, s'ils oublient toutes les trahisons, ils vont se dire, ah tiens, il a l'air d'être le seul pays occidental qui fâche Israël. Donc tout ça, c'est vraiment une mascarade Mhm. internationale pour tromper, comme ça s'était passé pendant les accords en Turquie au début de l'opération spéciale russe, où les Russes ont sincèrement cru qu'une paix était en train d'être négociée, alors qu'en fait, c'était uniquement pour que les forces russes se reculent et pour avoir l'épisode de Boutcha et une campagne de marketing mondial pour présenter la Russie comme un pays de boucher. Eh ben, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec en Géorgie, en Syrie, partout en fait. L'idée, c'est de déstabiliser des régimes en place qui sont contre l'empire israélo-européen, américain, entre guillemets, et mettre à la place des gouvernements qui sont complètement LGBT+, complètement pour le multiculturalisme au sens la cancel culture, en fait, la fin de la culture des pays pour une culture Coca-Cola, euh, euh, en fait, tout ce qu'on voit dans tous les pays, tu sais, les pubs où on a un homme noir avec une femme blanche, enfin, tout ce que ne veut pas la Russie, tout ce que ne veut pas l'Iran, tout ce que ne veut pas la Corée du Nord, tout ce que ne veut pas le Hezbollah, en fait, c'est ce que eux veulent. Et donc le combat, il n'est pas pour uniquement des territoires ou des. C'est vraiment un combat entre le bien et le mal, pour reprendre les termes de Vladimir Poutine, ou Mhm. la fin du bal des vampires, c'est-à-dire des gens qui veulent détruire l'humanité telle qu'elle a été depuis la nuit des temps. Il faut savoir qu'ils poussent ça jusqu'à dire qu'il n'y a plus de genre. Ouais, ouais, ouais. C'est très important parce que quand on regarde le conflit en Syrie, on regarde un conflit dans un territoire. euh, Personne n'imagine d'ailleurs que la Syrie est si grande parce que Damas est tellement près du Liban et d'Israël que les gens ne réalisent pas que la Syrie est grande et que à peu près le tiers du territoire est contrôlé par les Américains depuis 2016, Absolument. que toute la bande nord est contrôlée par la Turquie et que depuis plus de 40 ans, euh, les Israéliens contrôlent les plateaux du Golan qui surplombent la ville de Damas. Donc la ville de Damas, elle est véritablement sous une épée de Damoclès de missiles et d'avions, puisqu'il y a toujours des avions israéliens qui peuvent y arriver très rapidement. Donc la Syrie est obligée d'essayer d'être prudente, d'essayer d'être diplomatique. Et donc, pour revenir à votre question initiale, à quel point la Syrie a cru qu'il y avait un apaisement, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que en annonçant le cessez-le-feu, Netanyahou a immédiatement montré du doigt Assad Mhm. et on savait déjà que la guerre allait commencer et ça n'a pas tardé puisque moins de 24 heures après, il y avait une véritable guerre d'Israël, de l'Union européenne, puisqu'encore une fois, ce sont des formateurs ukrainiens aguerris, entre guillemets, à la guerre, qui sont venus. Et là, il y a toutes les preuves maintenant qui ont été Maintenant, réunies. dans la rue arabe, justement, ou musulmane, on se demande tous ces djihadistes qui crient Allahu Akbar pour aller tuer les Syriens, Oui, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe rien.
Bon, Rien. c'est depuis le Liban. On ne les Et a pas entendus. Et d'ailleurs, donc, il faut quand même rappeler cela montre qu'ici, très bien qui finance ouais, qui arme qui entraîne qui, et qui travaille pour les intérêts de qui. mais on peut remonter en arrière. Le, C'est, le, le plus grand terroriste de l'histoire, c'est qui le plus grand terroriste de l'histoire qui aurait fait tomber les tours jumelles? oui, C'est qui? oui, c'est C'est les Américains. Il absolument. était dans la CIA. Lui n'a été qu'un visage qui a été utilisé pour dire ce sont les Arabes qui viennent porter un coup fatal à la civilisation américaine et pour lutter contre eux, on va devoir faire le Patriot Act parce que l'ennemi est à l'intérieur. Avant de passer donc aux questions de cette seconde partie, j'aimerais bien vous demander quel est votre avis sur la stratégie de la Russie actuellement? Parce que il est clair que la Russie, la chose la plus positive qui puisse advenir, c'est que l'armée syrienne obtienne une victoire rapide sur ces terroristes. Oh, c'est pas très sûr avec donc les insuffisances que nous avons constatées, notamment avec l'intervention de la Turquie qui joue au double jeu. Et, et donc la Russie a aussi besoin de maintenir ses bases militaires à Hmeimim et à Tartus, notamment justement pour les questions de logistique dans ces opérations d'aide en termes de sécurité pour l'Afrique. Comment voyez-vous la chose, vous? Alors, il y a un pays qu'on n'a pas évoqué également, c'est la Chine. Donc, pour la Chine aussi, la Syrie est un pays important et immédiatement, la Chine a pris fait et cause pour le gouvernement Assad. Donc, pour l'instant, la Chine parle beaucoup diplomatiquement, mais parce qu'elle est dans une guerre commerciale très forte avec les Américains, on voit sur les terres rares, les puces pour l'intelligence artificielle, etc. Mais effectivement, la Russie, elle est extrêmement sollicitée sur le terrain avec l'opération spéciale en Ukraine, qui se passe bien d'un point de vue militaire, mais la Russie, en fait, je vais dire quelque chose qui va résumer véritablement les choses. Qu'a fait Vladimir Poutine il y a quelques jours? Mhm, Face au risque de nombreux missiles longue portée à l'intérieur du territoire russe fournis par l'OTAN, en l'occurrence les États-Unis, la France et l'Angleterre, la Russie a envoyé un missile Oreshnik. Ce missile, tout le monde a vu les images, il est inarrêtable, même sans charge nucléaire ou conventionnelle, juste la force cinétique du missile détruit tout là où il tombe. Donc c'est beaucoup plus efficace quelque part que l'arme nucléaire, puisque mhm, les Russes ont montré qu'ils avaient un missile qui était capable de détruire une armée ennemie, des états-majors ennemis, des sites de production d'armes ennemies, sans que personne ne puisse même espérer les arrêter, et avec une précision énorme. Qu'a fait l'Occident face à ça? En principe, tu vois, quand tu as un ennemi qui montre qu'il est tellement plus puissant que toi dans une confrontation militaire, eh bien, tu, raisonnablement, essaies de trouver une solution de paix, entre guillemets, en tout cas d'accalmie. Eh bien, l'Occident a montré qu'il avait une arme encore plus fatale que l'arme militaire, c'était sa guerre hybride en utilisant des terroristes partout dans le monde, mhm. en utilisant des sanctions partout dans le monde, en utilisant des révolutions de couleur partout dans le monde. Donc la réaction immédiate de l'Occident à Oreshnik a été l'accentuation de la pression sur la Géorgie. Et là, ça rentre dans un niveau très fort, Absolument. puisqu'il y a des personnages à notoriété internationale qui font semblant d'avoir été tabassés par les forces de l'ordre, donc pour avoir
une prise de conscience mondiale que le peuple est frappé par un gouvernement que les Européens considèrent comme non légitime. On a des élections en Roumanie, il va se passer la même chose. On a eu des élections en Moldavie qui étaient gagnées par le non et qui ont été étonnamment gagnées de quelques voix par le oui grâce à des votes qui venaient de l'étranger. Personne ne comprend réellement comment ça s'est passé, aussi bien pour le référendum que pour les élections parlementaires. Et là, on a un afflux de terroristes. Et Kamal, vous avez parlé des terroristes qui arrivaient de Turquie, mais Mhm. on a également une ligne de front qui est en train d'être mise en place du côté du territoire occupé par les Américains. Oui, oui. Les Américains tirent également des missiles avec des avions sur les camps iraniens puisqu'en fait, ce qui intéresse le plus les Américains, mais Trump inclus, c'est de faire du mal à l'Iran. Ce qui est un peu compliqué avec la stratégie de Donald Trump, c'est qu'il a également cette position très très ferme vis-à-vis de l'Iran. Donc il est, Donc, Bertrand Scholler, je vous pose juste une question parce que oui, vous avez vraiment mis ça. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous dans une perspective beaucoup plus globale que l'aspect régional, en évoquant ce qui se passe en Géorgie, et dans les Balkans aussi, hein, ouais, dans ouais, les dans les Balkans, de Balkans. ce qui Le s'est passé Kosovo, c'est dernièrement. toujours Ouais, brûlant. ouais. Alors, au-delà des conflits donc autour des territoires et des populations, est-ce que l'enjeu, c'est la nouvelle architecture du système international? Donc, est-ce que la Russie, l'Iran, la Chine, que vous venez de citer, additionnés aux autres pays, par exemple des BRICS ou des BRICS plus 13, et l'organisation de l'OCS, qui font la promotion d'un monde multipolaire en rivalité avec les États-Unis, Israël et leurs alliés otanesques et européens. Là, le seul mot que vous n'avez pas utilisé, Kamal, c'était dollar. En fait, la grande inquiétude des Américains, c'est l'hégémonie du dollar. Mhm. Aujourd'hui, le dollar, c'est plus de 80% des échanges économiques dans le monde. C'est incontournable. Et d'ailleurs, aucun pays, et encore moins les pays des BRICS, ne souhaite détruire cet outil qui a mis 50 ans pour prendre cette position et et qui, s'il disparaissait trop subitement, entre guillemets, entraînerait un chaos énorme de toutes les économies mondiales, des guerres civiles partout, etc. Donc c'est l'intérêt de personne. En revanche, quand on veut faire un monde multipolaire et que l'acteur qui contrôle le dollar utilise sa monnaie comme une arme de guerre, comme une arme de coercition, c'est pas possible. Et quand on écoute ce que disent les Chinois ou ce que dit Vladimir Poutine par rapport au dollar, il dit on voit bien que le dollar va forcément perdre son rôle parce que les Américains ont montré qu'ils n'étaient pas un acteur fiable pour avoir entre les mains une monnaie aussi indispensable à tous les pays du monde. Donc, ils vont une monnaie, et pas que la monnaie aussi. Les systèmes financiers, le SWIFT, etc., puisque la Russie en a été sortie, l'Iran en a été sorti. Donc, en fait, on est sorti du SWIFT, pas quand on agit mal vis-à-vis de la communauté internationale, mais quand on est jugé mal par les États-Unis. Et Ouais. même le Vatican avait été sorti du SWIFT par Obama quand les Américains avaient voulu virer Benoît XVI. Tout ça s'était passé très loin de ce que les informations ont dit, mais ça a permis de mettre en place le pape François qui a un rôle extrêmement bizarre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est un personnage important, le pape au Vatican. Et Mhm. encore une fois, c'était les Américains avec leur système moderne, monétaire, qui avaient obligé le Vatican à céder et Benoît XVI à sortir parce que la Banque du Vatican, elle est vitale pour l'Église catholique dans le monde Mhm. et qu'elle était coupée du SWIFT. Donc, en ce moment, à Kazan, mais depuis en fait 16 ans, les BRICS essaient de trouver des solutions alternatives ou complémentaires au système monétaire international tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec le SWIFT. Et donc, a été créée la banque des BRICS, mais qui n'est pas que pour les BRICS, qui est
pour tous les acteurs. Et ce qui se passe, c'est que les Américains, qui ont un peu sous-estimé en apparence ce mouvement, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir diviser les BRICS de l'intérieur. Mhm. Ils allaient pouvoir convaincre finalement la Turquie de ne pas s'y intéresser. Ils allaient pouvoir convaincre l'Arabie saoudite d'y aller, mais de faire marche arrière. Ils allaient pouvoir convaincre les Brésiliens bah, qu'en fait, ça valait mieux pour eux de se retirer, entre guillemets, de ce projet parce que ça aurait plus de conséquences négatives que positives. Donc, ils ont cru qu'ils auraient la possibilité de déstabiliser les BRICS de l'intérieur. Et ils font tout pour y parvenir. On a bien vu, Ben Salman n'est pas allé au sommet de Kazan, mais depuis, il a Mhm. parlé avec Vladimir Poutine. Donc, on a vraiment un jeu vital, entre guillemets, pour l'hégémonie de l'Occident qui se joue. Et la Syrie, et c'est terrible pour eux, est au cœur de ce jeu. Puisqu'en fait, la Syrie, elle est entre un des pays qui est sur les routes, entre finalement l'Inde, Pakistan, Iran et la Turquie et l'Europe, de la même manière que l'Ukraine est entre la Russie et l'Europe. Et donc, c'est cette volonté de diviser les pays du monde, de les rendre multiethniques, parce que qui dit multiethnique et multigenre et LGBT, etc., dit des pays qui sont de moins en moins faciles à gouverner, et donc de plus en plus disposés, face aux guerres civiles, à l'instabilité, à accepter une espèce de gouvernance mondiale. Parce que c'est l'objectif Mhm. de ces gens-là, de ce nouvel ordre mondial, avec Schwab, avec Macron, etc. Alors ils évoquent la capitale de ce gouvernement mondial qui serait Jérusalem. Hein, il y en a beaucoup qui parlent de Jérusalem. Il y a des projets à Astana, au Kazakhstan, de religion mondiale. Donc on voit qu'on a cette volonté. Et la Syrie, c'est un pays qui est indispensable pour permettre aux pays qui refusent catégoriquement ça, donc la Russie, l'Iran, la Chine, bah de commercer entre eux et d'empêcher, entre guillemets, cette hégémonie d'Israël sur le proche Moyen-Orient, puisque là maintenant, avec la destruction complète de Gaza, avec le génocide du peuple palestinien et ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, on voit que Israël, qui n'a été arrêté par aucun de ses partenaires dans ces actes génocidaires, a continué au Liban et même les alliés historiques du Liban ont laissé tomber le Liban. Ouais, la France n'a rien fait. On n'a pas envoyé de casque bleu français. On n'a rien fait au cours des 2 derniers mois. Même Mhm. quand Israël a fait 5000 attaques terroristes. Au contraire, dans nos médias, on disait que c'était finalement un grand succès pour Israël. Donc pour te dire, aujourd'hui, exactement comme avec la période du Covid, etc., on force les gens à croire quelque chose qui est mauvaise pour eux et qui serait bonne. Puisqu'évidemment, il est mauvais pour tous les peuples, qu'on détruise l'idée même d'identité, de spécificité, de culture propre, etc. Et c'est le modèle russe qui est insupportable pour les autres pays, puisque la Russie réussit à être un ensemble, en fait, de républiques qui ont une grande autonomie, mais qui ont un plaisir à travailler entre elles. Alors que Mhm. le système tel que les Américains, les Israéliens, les Français, pour résumer, veulent, c'est un système à l'européenne qui est la quintessence du communisme, avec une administration non élue qui décide de tout pour les peuples. Également les médias qu'ils ont le droit de regarder. Mhm. Également la manière avec laquelle les élections doivent se passer au sein de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Puisqu'on voit les déclarations de l'Union européenne face à la Géorgie, face à la Syrie, face à dans tous les conflits du monde, alors que l'Union européenne n'est pas un acteur politique. Ça commence à être un acteur diplomatique, mais qui n'est organisé que contre la Russie. Et finalement, contre, il n'est pas Alors, utilisé par rapport comme à ça, Bertrand diplomatie. Scholler, si nous Oui, replaçons justement la guerre par procuration en Ukraine dans un contexte historique plus lent,
et plus large. Euh, on peut dire que le conflit n'a pas commencé en février. Il n'a commencé ni en février 2022, ni avec le coup d'État soutenu par la CIA à Kiev en février 2014, ni même pas avec la révolution orange financée par les États-Unis en 2004. Donc ce conflit remonte au fait, euh, au moins, hein, le moins que l'on puisse dire, à la guerre froide et la création de l'OTAN. Et à Mais ceci non, se... le conflit, il remonte bien avant la révolution bolchevique. Voilà, je voulais justement, et pour montrer donc, d'un point de vue philosophique, et- parce que à ceci, donc, il se greffe le déploiement des collaborateurs fascistes ukrainiens tels que Stepan Bandera après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour attaquer secrètement la Russie, l'utilisation de ce qu'on appelle les stay behind par la CIA comme le maître espion, le général Reinhard Gehlen, le MI6. Donc en fait, en réalité, on peut dire que l'Occident agit avec la même mentalité, la même philosophie politique qui a engendré le colonialisme, qui a engendré le Exactement. capitalisme, et que en réalité, on est dans une même stratégie justement qui dure depuis au moins 5 siècles. Exactement. Et c'est la Russie, à l'échelle des États, qui a été le premier où, au niveau des chefs d'État, ils ont utilisé ce que j'évoquais tout à l'heure, ça de façon résumée, qui est finalement un conflit éternel entre le bien et le mal, qui est en train de prendre une tournure terrible depuis 2019 et qui s'accélère. Et donc, c'est ce que Poutine appelait le bal des vampires. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le camp du mal, il n'hésite pas à agir à visage découvert. On découvre maintenant, sans l'ombre d'un doute, et ça a été confirmé aux États-Unis par des patrons de la santé américaine, que le Covid était une arme. Et donc, si le Covid était une arme, les injections et les vaccins faisaient partie de cette même arme. Donc, les big pharma étaient partie prenante de cette stratégie militaire du monde entier qui visait à injecter avec des produits américains le monde entier, puisque je te rappelle que les Américains imposaient deux produits pour avoir le droit d'aller aux États-Unis, etc. Et c'était encouragé partout, qui étaient Sputnik et Moderna. Et pas Sputnik, pardon, Pfizer et Moderna. C'est moderne, hein, ouais. Et et depuis, ça s'accélère. On a la guerre LGBT+, wokisme, genre, donc la guerre contre la Russie avec des sanctions aberrantes, le climat avec des pays qui ont dépensé des milliards pour de l'éolien qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, en Allemagne, ils enlèvent des parcs d'éoliennes pour réaccéder aux mines de charbon. Ouais, ouais. Il retarde, entre guillemets, la fin des centrales à charbon. Aujourd'hui, dans le monde, 30% de l'énergie ou 26% de l'énergie, elle est produite à partir de charbon. Donc, quand on explique aux gens en France qu'il faut arrêter d'utiliser leurs petits moteurs à explosion, on voit bien que c'est totalement ridicule, Ouais, y absolument. compris à l'échelle de nos pays, par rapport à ces gens qui se baladent en jet, etc. Donc, ils nous mentent, on voit qu'ils nous mentent, parce que c'est évident. Les injections ne servaient pas à retrouver une vie normale, elles servaient juste à nous injecter on ne sait pas quoi dans le corps. Les sanctions ne servent pas à nous permettre, entre guillemets, d'en finir avec la Russie, puisque la Russie n'a jamais été aussi forte. Elles permettent de détruire les peuples avec l'inflation et de leur prendre tout ce qu'ils possèdent. C'est une guerre contre les peuples. C'est le bien contre le mal. Et la Russie est l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, l'Occident essaie de se battre contre les alliés de la Russie. On essaie de faire croire qu'en fait, la cible finale, c'est la Chine. Mais non, pas du tout. La cible, ça a toujours été la Russie. Pourquoi? Parce que c'est la Sainte Russie. Elle est orthodoxe. Et dans une guerre du bien contre le mal, il faut évidemment tuer le pays qui est, entre guillemets,
Et je suis Il désolé, je ne veux pas oppose. faire de prosélytisme religieux, Oui, oui, mais oui. les valeurs du christianisme, là où elles sont le plus préservées au monde, c'est pas au Vatican, c'est pas à Notre-Dame de Paris, qui est blasphémée par toutes les actions d'Emmanuel Macron. On pourrait passer une émission entière à en parler. C'est en Russie. La Russie, elle construit des cathédrales. La Russie, elle met à l'honneur la prière, elle met à l'honneur les valeurs de la chrétienté, mais Mhm, qui sont également préservées en Syrie. mhm. La Syrie vient d'annoncer qu'elle ouvrait une université à Damas pour comprendre l'importance de la culture chrétienne et la chrétienté dans cette région, dans leur région. Absolument. La Syrie, c'est un des berceaux du christianisme. Mhm, À Alep, ces villes dont on parle, il y a des églises du IVe siècle qui sont en danger. mhm. Il risque de se passer exactement ce qui s'était passé avec les talibans. Et tout à l'heure, j'évoquais Ben Laden. Bah, Ben Laden était utilisé par la CIA pour déstabiliser cette région. Et finalement, il aurait changé de fusil d'épaule, mais clairement, il n'a pas pu, avec des post-it, des talkie-walkie, et organiser le 11 septembre. Toutes les pistes sérieuses du 11 septembre, elles amènent à la CIA, au Mossad, à Israël, en fait. Pas du tout à Justement, Ben Laden. ce que vous évoquez est extrêmement important. Et si l'on remonte justement dans le temps, on peut bien, je ne sais pas, mais je vous le pose la question. En tout cas, on peut bien se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé même au temps des croisades? Exactement. Ce qu'on appelle entre guillemets, hein, parce que moi, ma connaissance, ce qu'on appelle entre guillemets les croisades. Moi, je ne crois pas à ça, parce qu'en réalité, comme les Templiers, par exemple, partaient en Orient, c'était pour défendre les pèlerins, hein, c'est pas pour aller piller l'Orient, mais Bien défendre sûr. les pèlerins qui allaient en pèlerinage dans la Terre Sainte. Et quand on voit comment les Templiers ont fini, alors qu'il n'y a aucune preuve par rapport aux accusations qu'on met on leur met sur le dos, en fait, c'est toujours le même système oligarchique que vous êtes en train de décrire, qui a muté selon Exactement. les périodes, mais qui a gardé le même fond de rabaissement de l'être humain, de son esclavagisme. Mais là, on est arrivé justement à la quintessence de ça, parce que les moyens technologiques, l'intelligence artificielle, l'omniprésence des médias, puisqu'ils sont toujours avec nous, avec notre smartphone, notre téléphone, les radios, etc., on est sans cesse sollicité par les messages de la société de consommation et la société de peur et la société de guerre. Mhm. Et donc, les gens, en fait, sont de moins en moins aptes à prendre des décisions autonomes, à croire en leur intuition, à croire en leur... Et donc, ils deviennent de plus en plus des machines. Quand tu prends un taxi, avant, il y a 30 ans, un taxi, tu lui disais d'aller là, eh ben, il connaissait très bien le chemin compte tenu de l'heure, etc. De temps en temps, il pouvait se tromper. Aujourd'hui, un taxi, il obéit uniquement à, GPS. au GPS. Et donc, on sent qu'il est remplaçable, en fait. Il n'a plus de valeur ajoutée. Et c'est ce que veulent faire les voitures autonomes. On est en train d'organiser une société transhumaniste. Et là aussi, c'est quelque chose que ne peuvent pas vouloir les pays enracinés dans la foi que sont les pays musulmans. Et Mhm. c'est pour ça qu'il y a cette volonté de diaboliser en permanence les musulmans, les arabes et les chrétiens. Donc il y a cette guerre très forte contre les religions. Et un pays comme la Syrie, qui est un pays multireligieux, où toutes les religions sont acceptées et vivent en paix, c'est un très mauvais exemple, puisqu'il faut faire croire aux gens Tout comme la que les Russie, religions ne peuvent pas vivre en paix dans tout un comme même la pays, Russie, tout comme la comme la Russie. Russie. Moi, Mais je la Russie, considère c'est que, encore plus flagrant, avec ouais, les Tchétchènes qui se battent aux côtés
des orthodoxes Absolument. et des, et des Yakoutes et des Bouriates qui ont tous des coutumes et des manières différentes de vivre et de croire en un au-delà, en Dieu, Et en fait, l'Occident, parce que tu parlais de multiblocs, multipolaires face à monoblocs, mais à l'intérieur des multipolaires, en fait, il y a cette volonté de tout lisser. Il faut que tout le monde boive du Coca-Cola, que les bébés, dès la naissance, ils aient 30 injections de produits, que les gens ne regardent que les informations occidentales et qu'on censure les informations russes, les informations iraniennes, etc. Et les gens acceptent ça et que on ne puisse pas parler librement. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui disent, mais Bertrand, t'es fou de parler comme ça à la radio. Mais si j'ai plus le droit de parler librement, si j'accepte les gens qui me disent, t'es fou, ils vont te faire des problèmes. Mais j'accepte de plus être un humain libre. Mhm. Or, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'a pas la possibilité de se battre pour rester humain et libre. Mhm. Et c'est exactement ce qui rend fou ceux qui veulent le transhumanisme, le LGBT+, c'est le moment clé, c'est quand Poutine dit on arrête le prosélytisme LGBT+. Les gens font ce qu'ils veulent, mais l'État ne va pas faire la promotion de ça. L'État ne va pas financer ça dans sa société. Parce qu'une société, elle a besoin de Mais natalité. Elle a besoin. c'est dans ce Exactement. cadre-là qu'il parle de l'état civilisation. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé en Arménie au cours des derniers mois? Dès que l'Arménie, entre guillemets, a cédé sur le Haut-Karabakh, US-7 des Américains sont arrivés à Erevan et ils ont planté dans la capitale arménienne des drapeaux LGBT+, partout. C'est-à-dire que la société arménienne, elle va être liquéfiée également par là, et dans quelques temps, elle va disparaître au sein d'une grande Turquie. Parce qu'en fait, on n'a pas évoqué, mais ce qui se passe en Syrie et un peu la traîtrise, peut-être, de, du gouvernement turc, est-ce que c'est pas lié à des accords secrets avec les Américains et Israël, qui est un très grand partenaire de l'Azerbaïdjan, Mhm. pour que la Turquie et l'Azerbaïdjan, finalement, absorbent assez facilement une Arménie qui est devenue obsolète, puisqu'elle a même plus conscience de son histoire, puisqu'elle a accepté que les Américains décrètent qu'en fait, bah, il n'y avait plus d'histoire et il n'y avait qu'un avenir dans le LGBT+, le wokisme, la cancel culture et, euh, Coca, McDo, etc. C'est ça qui est en train de se passer. C'est la destruction de l'humanité, mais pas à pas. On se demande, il y a des gens aujourd'hui qui s'interrogent très sérieusement sur les perspectives. Bah, Medvedev l'a encore dit il y a quelques jours sur les guerres biologiques qui peuvent devenir encore plus dangereuses qu'elles ne l'ont jamais été à cause de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la convergence des dangers, la convergence des dangers, l'intelligence artificielle avec la biologie de synthèse. Mhm. Donc la machine qui pourrait permettre de concevoir des choses que l'humanité ne peut même pas imaginer. D'accord. Alors, une dernière question, il ne reste que 2 minutes, Bertrand Scholler. C'est par rapport donc à ce qui se passe maintenant en Syrie. Et il est clair que pour les Russes qui attendent enfin, qui veulent que le conflit en Ukraine s'arrête, euh, geler le conflit, comme ça a été le cas en premier, donc sur le long de la ligne de contact, cela, c'est se faire avoir et se faire traîner dans la boue après, parce que ça donne uniquement, comme on le voit d'ailleurs en Syrie, comme nous l'avons vu avec les accords de Minsk 1 et 2, ça a juste permis aux Ukrainiens de se réarmer. Alors, comment voyez-vous, dans ce cadre-là, le plan qui
vraisemblablement sera proposé par le général Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine et qui propose justement exactement le même plan de gel de conflit. Et... Moi, je pense que, euh, et c'est triste de le dire, hein, mais l'Occident n'est pas fiable. Depuis l'époque des Indiens d'Amérique, les Américains, par exemple, n'ont jamais respecté un seul de leurs accords. Jamais. À la fin de la guerre, au moment de Yalta, Staline est le premier à savoir, hein, puisque la Russie avait gagné la guerre contre le nazisme, était vraiment le principal gagnant de cette guerre, Mhm, et elle a été complètement abandonnée avec la partie à reconstruire, alors que la partie qui était encore intacte est allée côté américain. Et donc tous les profits, entre guillemets, de la reconstruction, etc., et les dommages de guerre ne sont jamais allés vers la Russie, qui s'était retrouvée à avoir perdu 27 millions de personnes, mhm. avoir toute son industrie non militaire entièrement détruite, entre guillemets, et la famine, puisque tous les champs, tous les jeunes fermiers avaient été tués, et il n'y avait plus de mécanisation, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que peut faire la Russie aujourd'hui? Croire ces gens-là qui veulent la détruire, ça paraît très naïf, parce que on a vu avec l'épisode de Wagner que la CIA, le Mossad, ils sont capables d'aller et de subvertir également les plus proches du pouvoir, également des gens qui croient aimer la Russie. Parce que je pense que le patron de Wagner, il croyait faire ça, et c'était un nationaliste très fort pour la Russie, il croyait faire ça dans l'intérêt de la Russie. Il n'avait pas aucune conscience politique. Donc la subversion, la compromission, les affaires Epstein, etc., l'Occident utilise tous les moyens. La guerre biologique D'accord. contre la Chine, contre la Russie avec le Covid. Mhm. Donc, je crois malheureusement, et c'est terrible ce que je vais dire, qu'ils veulent la confrontation. Et la Russie a beau tout faire avec Orechnik pour montrer que eux ne la veulent pas, que face à eux, ils doivent comprendre que cette confrontation, elle aura des conséquences désastreuses sur l'humanité entière. Ils ne veulent pas s'arrêter. Et comme les peuples ne peuvent même pas choisir leurs nouveaux dirigeants, c'est très compliqué. Bertrand Scholler, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.